Pour les uns, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Pour les autres, une démocratie socialiste qui montre une autre voie possible. Certains disent le régime à bout de souffle, au bord de l'implosion et de la guerre civile. Quelle est la réalité? Que se passe-t-il au Venezuela? Ce matin, dans le centre de Caracas, une immense manifestation est organisée en l'honneur du président Nicolás Maduro. Saluons les travailleurs du Venezuela. Camarades, nous sommes tous frères. Des dizaines de milliers de personnes, sourires aux lèvres, venues soutenir l'héritier politique d'Hugo Chávez. Vive Chavez! Aucune caméra étrangère n'est présente. Nous ne poserons pas de questions pour éviter d'attirer l'attention des membres du service de sécurité. Ils patrouillent à moto, appuyés par des militaires qui se sont glissés au milieu de la foule. Ces militants sont aujourd'hui le visage de la révolution bolivarienne. Vive Chavez et vive Maduro! Vive l'indépendance socialiste et la République bolivarienne! Ce matin, la capitale appartient à ceux que l'on appelle les chavistes et les soutiens du gouvernement. Ils clament leur victoire après plusieurs semaines d'affrontements. Deux camps se sont opposés dans les rues de Caracas, violemment. Des scènes de guerre civile. Policiers contre protestataires, plus de 120 personnes tuées de part et d'autre. Et des blessés qui se comptent par centaines. Ces manifestants d'opposition dénoncent l'autoritarisme du président Nicolás Maduro qu'ils accusent d'être responsable de la pire crise économique que le pays ait jamais connue. Partout dans Caracas aujourd'hui, des files d'attente pour acheter de la nourriture. Le pays manque de tout, la pénurie est criante et visible. Les pharmacies sont vides, impossible aujourd'hui de trouver des antibiotiques. L'inflation est vertigineuse, plus de 800% en un an. Et la monnaie, le bolivar, ne vaut plus rien. Voici ce que représente 50 € changés au marché noir. À notre arrivée dans la capitale, omniprésent, peint sur tous les murs le regard de l'ancien président Hugo Chávez. Les militaires quadrillent la ville. Nous allons passer 15 jours dans cette capitale réputée la plus dangereuse au monde. 4000 homicides rien que l'année dernière. Pour rencontrer ceux qui croient encore dans les idéaux de Chávez, ceux qui soutiennent envers et contre tout son héritier, Nicolás Maduro, en immersion avec les irréductibles du régime, mais aussi ceux qui en sont revenus. Ce matin, nous avons rendez-vous dans un quartier des hauteurs de Caracas, El Junquito. Cette petite municipalité est un bastion chaviste, un quartier où jamais la presse ne s'est rendue. Pour y entrer, nous avons obtenu l'accord de cet homme, Grégory. C'est le chef d'un collectivo, une milice populaire pro-gouvernementale. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance. Et à mes hommes aussi, tout le monde ici est bien discipliné dans le quartier. Allez, on y va. Suivez-moi. Cet ancien chauffeur-livreur, père de 2 enfants, gère une trentaine d'hommes. S'il a accepté de nous laisser l'accompagner, c'est pour nous montrer comment ils assurent la sécurité du quartier, le maintien de l'ordre, et comment ils vérifient que personne ne porte d'armes. Ici, il a le droit de fouiller n'importe qui. Des contrôles aléatoires alors qu'il n'est pas policier. Montrez-nous ce que vous avez dans vos sacs. Et sortez vos papiers. Vous savez qu'il y a des mecs qui volent là-bas plus haut? Oui, vous devriez faire gaffe. Ces collectifs de citoyens armés ont été créés à l'initiative du président Maduro pour éradiquer la criminalité qui sévit dans les quartiers pauvres. Ici, sur cette route, il y a énormément de vols, de motos, de téléphones. Les délinquants arrêtent les passants, les braquent avec une arme et volent tout ce qui passe. Donc nous, on patrouille pour tenter de les prendre en flagrant délit. Après, on avise, soit les mecs se défendent, et on fait ce qu'on peut,
soit on arrive à les arrêter. Alors on les livre aux autorités compétentes. En fait, vous travaillez main dans la main avec la police. Oui, on se coordonne avec la garde nationale, la police. On est bien organisé. Et on s'entraide. Si on a besoin d'armes, ils nous en prêtent. Ils portent cet insigne du ministère de l'Intérieur pour ne pas être confondus avec les délinquants. Leurs armes sont cachées dans leurs sacoches. Les quartiers populaires de Caracas vivent aujourd'hui sous la coupe de ces miliciens. Bon les gars, quand on avance, je veux toujours quelqu'un devant et un autre qui regarde derrière. Pour l'instant, vous ne sortez pas vos armes, parce qu'il y a beaucoup de monde dans les rues et je n'aime pas attirer l'attention. Et vous les journalistes, restez bien collés à nous. Chaque conseil municipal a des listes, avec les noms de tous les habitants. Grâce à ça, les gens reçoivent de l'aide alimentaire et bénéficient des services sociaux. Les conseils ont des informations sur tout le monde et ils savent qui se comporte mal, qui vole, qui assassine. Alors ils nous passent les renseignements et c'est là que nous intervenons. On procède à l'extraction de la personne en question, on se met en contact avec les autorités pour qu'ils soient présentés à la justice. Le problème, c'est que souvent les criminels résistent, ne veulent pas se faire arrêter et nous, on est obligés de les tuer. S'ils meurent, c'est parce qu'ils s'opposent à nous. Lève les mains. Mets-toi contre le mur et vite. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Allez, écarte les jambes. Tu viens d'où comme ça? Du quartier en bas. Et tu fais quoi ici, là? Tu viens faire quoi? Allez, barrez-vous. En courant. Et tu m'as pas vu, ok? Et toi, mec? Oui, toi? Reste où tu es. Dans ce quartier, tout le monde doit se soumettre à ces contrôles aléatoires. Lève les mains. Et ta chemise. Et vous derrière, là, je veux plus vous voir. Filez. Et personne ne semble s'y opposer. T'as quoi dans tes poches? Mes clés, mon téléphone. Comme s'ils étaient devenus une habitude. T'habites où? Au panorama. Allez-y, mademoiselle. Allez-y, madame. Ici, on doit tout contrôler. Tous les jeunes qui ont l'air suspects, on vérifie. Pour moi, tout le monde est suspect. Personne n'est innocent. Ces derniers mois, ces milices se sont taillées une sombre réputation. L'opposition a dénoncé leurs exactions durant les manifestations. Vous avez participé aux manifestations en renfort. Exactement. Et on est obligé d'employer la force, encore plus que la garde nationale, et en essayant de n'agresser personne. Mais quand ceux d'en face nous tirent dessus avec des armes, nous sommes obligés de répliquer et nous défendre d'une manière ou d'une autre. Habillés en civil, mêlés à la foule, ces milices ont appuyé les forces de l'ordre, provoquant la terreur dans les rangs des manifestants. C'est la face invisible des affrontements qui explique aussi leur violence. Au cocktail Molotov répondent les tirs tendus des forces de l'ordre, des grenades lacrymogènes, des balles en caoutchouc et même les tirs à balles réelles. Depuis, ces groupes de miliciens ont réinvesti les quartiers, prêts à intervenir de nouveau si on leur demande. Grégory et ses hommes sont tous des chavistes de la première heure. Ils apportent aujourd'hui un soutien sans faille au président Maduro. Ça a été compliqué, très compliqué pour Maduro après la mort du commandant Chavez. Parce que beaucoup de monde s'est dressé contre lui. Et il a dû affronter une opposition très puissante, qui était bien décidée à le faire tomber. Moi, j'ai voté dès le début pour Chavez, après le coup d'État. Parce que je voulais un changement dans le pays. Il y avait trop de répression, c'était n'importe quoi.
Le commandant a apporté une nouvelle vision, de nouveaux idéaux. Il a fait une révolution en donnant le pouvoir au peuple. Le peuple a conquis un pouvoir qu'il n'avait jamais eu auparavant. Sous Chavez, l'État a largement investi dans des programmes sociaux, de logement, de santé et de transport. Profitant de l'embellie des prix du pétrole dont le pays possède les plus grandes réserves au monde. Hugo Chavez lui-même voulait faire de son pays un exemple de démocratie socialiste pour le monde entier. Nous vivons dans un monde où règne le pessimisme, les forces négatives, les menaces, l'insécurité et la faim. La faim augmente dans le monde, mais au Venezuela, elle diminue. La pauvreté augmente dans le monde, mais au Venezuela, elle diminue. Cela ne me rend pas fier. Cela nous oblige à travailler davantage pour ne pas échouer. 9 ans après cette déclaration, Chavez est mort. Nicolás Maduro lui a succédé. Il doit faire face aujourd'hui, ironie de l'histoire, à une pénurie alimentaire sans précédent. Caracas vit aujourd'hui la faim au ventre au point que ses habitants fouillent dans les poubelles. Et ce qu'ils ne peuvent dire haut et fort, ils l'écrivent sur les murs de la ville. Maduro assassin. Il faut protester. Il faut se révolter, car on a faim. Depuis l'élection de Nicolás Maduro, les prix du pétrole ont chuté. Le baril, qui se vendait plus de 120 $ sous Chavez, vaut aujourd'hui 3 fois moins cher. Les caisses sont vides, le Venezuela manque cruellement de devises. Conséquence, le pays qui dépend à plus de 90% des importations n'a plus les moyens d'acheter à l'étranger de quoi nourrir sa population. Avec l'inflation et le marché noir, les prix ont été multipliés par 100. Supermarchés et boucheries ne sont plus approvisionnés. Quand on trouve de la viande, le kilo coûte près d'un salaire minimum, l'équivalent de 1 000 € en France. Pour les chavistes, tout cela est la faute de la contrebande et des entreprises privées qui ne produisent plus rien. En réponse à ces pénuries, le gouvernement a lancé des distributions de nourriture à prix réduit l'année dernière. Nous sommes restés dans le quartier de Junquito sur les conseils de Grégory pour voir comment s'organisent ces distributions avec d'autres militants. Tous sont membres d'un CLAP, un comité local d'approvisionnement et de production. Ils sont chargés de distribuer un sac par mois, comme celui-ci, aux familles à faible revenu. 10 kilos de produits de première nécessité, vendus 1 €. Il y a du riz, du lait pour les enfants, des jus, des pâtes. Tous ces produits sont fabriqués au Venezuela. Des produits socialistes. Tout est fait en terre socialiste. Ce sont des produits de base de l'alimentation des Vénézuéliens. Grâce à cela, nous démontrons que nous n'avons pas besoin d'entreprises privées, que le gouvernement vénézuélien peut le faire grâce aux entreprises d'État. Montrez bien les détails des produits. Tout cela ne coûte que 1 €. L'explication vire à la leçon de propagande. Les aliments sont la fierté du gouvernement. Les étiquettes portent même les articles de la Constitution. Il faut que ce bon travail soit vu partout dans le monde. Que les gens sachent qu'aujourd'hui au Venezuela, il y a la paix. Qu'ils voient qu'il y a une révolution en marche. Ce que l'on veut ici, c'est la patrie. Nous voulons la patrie et la patrie nous l'avons. Chavez est vivant. Nous vivrons et nous vaincrons. Et vous faites comment pour savoir à qui distribuer les sacs de nourriture? Alors nous donnons le sac pas seulement aux gens qui sont en faveur du processus révolutionnaire, mais aussi à ceux de l'opposition. Ici, nous croyons à la révolution. Et le processus révolutionnaire soutient le président Nicolás Maduro. Et je remercie sincèrement le gouvernement vénézuélien pour les efforts qu'il fait pour son peuple. Vous venez prendre une photo avec nous? Venezuela! ¡Que viva! ¡Maduro! ¡Que viva! ¡La revolución! ¡Que viva! ¡La constituyente! ¡Que viva! Les milices gèrent l'insécurité, les comités chavistes, les distributions alimentaires. Tout est bien réglé, en apparence.
car la colère monte et la faim échauffe les esprits. Les distributions sont insuffisantes et trouver à manger chaque jour relève du parcours du combattant. Nous retrouvons Grégory et ses hommes dans le quartier de Ronquito. Reculez, reculez. S'il vous plaît, reculez. Une fois que vous avez un numéro, restez bien dans la file. Depuis 6 heures du matin, une centaine de personnes attendent pour acheter du pain. Tu as pris un numéro, toi? On en donne un par personne seulement. C'est la première fois que cette boulangerie est livrée en farine, depuis une semaine. Elle a été pillée à plusieurs reprises ces derniers mois. Tous les jours comme ça, s'il y a de la farine. En ce moment, la production a baissé, mais on nous a dit qu'elle allait reprendre. Et quand il n'y a pas de pain, franchement, c'est dur. Au moins, les choses s'améliorent progressivement, parce qu'avant, on pouvait rester 15 jours sans farine, et il n'y avait rien d'autre. Heureusement, en ce moment, la production est plus importante qu'avant. Et vous qui êtes en charge de la sécurité, ça ne vous inquiète pas que les gens deviennent en colère à cause de la faim? Bien sûr, évidemment. C'est déjà arrivé, on a déjà dû faire face à des bagarres, ici, dans la communauté. Des gens ont même tenté de nous agresser, moi et mon groupe, parce qu'ils pensent qu'on profite de la situation. Alors que nous, on fait tout pour maintenir l'ordre. Si on n'était pas là, les gens se tueraient entre eux. Ici, il faut bien que quelqu'un fasse respecter l'ordre. Les gens devraient le savoir. Nous, on ne va pas les laisser mourir de faim. On fait de notre mieux, on discute avec eux. Et au moins, grâce à vous, les journalistes, ils se rendent compte aussi qu'on tente de bien faire les choses. C'est notre boulot. Que les gens comprennent qu'on est là pour les aider et pas pour leur faire du mal. En échange de sa protection, la milice de Grégory touche un pourcentage des ventes. C'est ainsi qu'elle se finance. Et quand on a une famille nombreuse, on fait quoi? Avec un seul petit sac de pain, je m'en sors pas, moi. Isabelle est femme au foyer. Elle vit avec ses 5 enfants, son mari et ses parents. La situation est chaotique. Je passe mon temps à chercher de la nourriture. On va d'un endroit à un autre sans en trouver suffisamment. Mais comment je fais, moi? Il n'y a plus de farine, ni de pâtes, ni même de riz. Et si jamais vous en trouvez, c'est hors de prix. Au moins, j'ai réussi aujourd'hui à acheter 8 pains. Et vous gagnez combien par mois? Mon mari gagne 3 € par semaine. Et des tickets d'alimentation. Mais aujourd'hui, on peut rien acheter avec. Un paquet de pâtes ou de riz coûte presque 1,50 €, la moitié de son salaire. Même les supermarchés n'affichent plus les prix. La situation est pourrie. Mais il faut bien s'accrocher. La faim, la colère contenue. Même parmi les jeunes miliciens chavistes, certains sont révoltés par cette situation. David a 23 ans, il a voté Maduro aux dernières élections. C'est terrible. J'ai même vu des enfants pleurer. Ils disaient « mais moi aussi je veux du pain, moi aussi je veux manger ». Ce sont des enfants qui attendent dans la file tôt le matin, âgés de 8 ans à peine. Et quand le président Maduro vous explique que tout ça c'est à cause du sabotage de l'opposition, vous en pensez quoi? Ah, la guerre économique, écoutez, franchement, personne ici ne fait rien pour améliorer la situation. On arrive bien à produire de la nourriture avec les entreprises d'État. Alors s'ils fabriquent de la farine et qu'ils l'offrent gratuitement à certains, pourquoi tous les magasins ne sont pas approvisionnés? Dites-moi. Des doutes et des questions même chez les partisans. Nicolás Maduro, conscient que le discours officiel a de plus en plus de mal à passer, décide d'asseoir encore plus son autorité. En juillet, il fait élire une nouvelle assemblée, l'Assemblée constituante, qui lui est totalement acquise. L'opposition boycotte les élections qu'elle qualifie de mascarade, des soupçons de fraude
pèse sur le scrutin. On peut lire sur les murs de cette nouvelle assemblée: Ici, nous sommes en territoire chaviste. Personne ne doit dire du mal, ni de Chavez, ni de Maduro. Esther Chiaro est l'une de ces députées pro-Maduro. C'est aussi l'une des journalistes de radio les plus populaires du pays. C'est grâce à elle que nous entrons exceptionnellement dans ce lieu, d'habitude fermé aux caméras. Parmi les élus, on croise le fils de Nicolás Maduro, lui aussi député. Et Esther le connaît très bien. Les 545 membres sont tous, sans exception, des chavistes. Le tout premier cercle du pouvoir actuel. Ils sont chargés d'écrire une nouvelle constitution. Premier symbole de cette reprise en main, les médias. Et c'est le dossier d'Esther. Les organes de presse ont été utilisés à plusieurs reprises comme des armes de guerre au Venezuela. Nous ne voulons pas instaurer davantage de contrôles, mais faire en sorte que ces contrôles soient plus précis et que les sanctions soient adaptées aux infractions. Quand on incite à la haine, à la guerre, quand on fait l'apologie de délits contre une partie de la population, on doit appliquer des sanctions très spécifiques. Notre loi est imparfaite et les médias, comme dirait la Bible, ont commis des péchés terribles. 2 radios viennent d'être ce jour-là coupées des ondes par le gouvernement. Officiellement, leur licence arrivait à expiration. Depuis le début de l'année, une quarantaine de médias ont été interdits. Une mise au pas qui ne pose aucun problème à Esther. Elle anime une émission tous les matins dans l'une des principales radios du pays. Et c'est d'ailleurs comme cela que cette mère de famille s'est faite connaître auprès du président Maduro, en portant la voix du régime. Le thème du jour, les manœuvres militaires décidées par le président Maduro en réponse aux sanctions économiques annoncées par les États-Unis à l'encontre du Venezuela. Qu'est-ce qui vous a choqué dans les propos diffusés par les 2 radios qui viennent d'être interdites ? Eh bien, par exemple, il y a eu des positions qui étaient clairement favorables à l'entrée de troupes étrangères dans le pays. Tout particulièrement de soldats américains. Certaines sous forme de blagues. Mais comme on dit ici au Venezuela, à trop jouer avec le feu, on finit par se brûler. Dans notre pays, je pense que c'est inacceptable. On peut toujours donner son opinion, mais pas inciter directement à ce que des troupes étrangères interviennent dans notre pays. Sans état d'âme, elle restreint chaque jour un peu plus la liberté d'expression. L'Assemblée constituante accuse tous ceux qui ont soutenu les récentes sanctions américaines d'être des traîtres à la patrie. Les nuits à Caracas sont devenues dangereuses pour les voix discordantes. En août dernier, le maire de Caracas est arrêté en pleine nuit et en pyjama par les services secrets bolivariens. Ils sont en train d'enlever les Desmas. C'est une dictature. Pour avoir autorisé les manifestations, Antonio Ledesma, 62 ans, est aujourd'hui assigné à résidence. Tout comme Leopoldo López, le leader du principal parti de droite condamné, lui, à 13 ans de prison. Sa femme, Lilian Tintori, s'est vue récemment interdire sa sortie du Venezuela. Parmi les dernières cibles, les militants de droite à la tête des cortèges durant les manifestations. Javier Chirinos, 28 ans, est l'un d'entre eux. Il fait partie du parti conservateur Vente, un des partis d'opposition qui défend une ligne ultra-libérale. Pour avoir monté des barricades, il vient de passer 33 jours derrière les barreaux. Il sort tout juste de prison. Salut, comment allez-vous? Et revient pour la première fois au siège de son parti. Salut.
C'est avec ces jeunes militants qu'il a participé à toutes les grandes manifestations ces derniers mois. Après son arrestation, personne n'a eu de nouvelles de lui pendant plusieurs jours. Alors, quoi de neuf? On travaille, bien sûr. Vous travaillez, c'est bien. Ces jeunes se rangent derrière celle que l'on surnomme la dame de fer vénézuélienne, Maria Corina Machado, leur leader. Elle est connue pour sa proximité avec l'administration américaine de l'ancien président George Bush. Les chavistes la désignent, elle comme tous les membres de son parti, comme des fascistes qui veulent prendre le pouvoir par la force. L'arrestation de Javier est un premier signe d'avertissement. C'était une cellule de 2 mètres sur 3. Il y avait 40 personnes entassées. Certaines étaient debout avec les pieds gonflés. Elles ne pouvaient même pas dormir parce qu'il n'y avait pas de place pour s'allonger. Et j'étais détenu avec des prisonniers de droit commun. Les prisonniers politiques sont avec des meurtriers, des violeurs, des kidnappeurs. Bien sûr, cela t'affecte. Ils cherchent à nous briser psychologiquement pour qu'on ne puisse plus se battre. Plus de 700 manifestants ont été déférés devant les tribunaux militaires. C'est ce que dénonce l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Le régime, lui, justifie les incarcérations. Pour lui, les manifestants sont des conspirateurs. À vos adversaires qui disent que vous êtes d'extrême droite, que vous êtes dangereux, que leur répondez-vous? C'est sûr, on n'est pas socialiste. Nous voulons un pays et une économie de libre marché, qu'il y ait des opportunités de développement pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de restrictions ou de contrôle. Nous sommes des libéraux. Mais attention, un libéralisme qui respecte les citoyens de ce pays. Rappelez-vous que ces 18 dernières années, les gouvernements de Maduro et de Chavez ne respectaient pas les citoyens. Ils n'ont rien fait pour l'amélioration de leurs conditions. Ils ont tout fait pour les maintenir dans une précarité économique, pour mieux les contrôler. C'est le propre des systèmes totalitaires. Nous ne voulons pas nous radicaliser. Mais si cela signifie défendre ses convictions et agir pour éviter encore davantage de morts, alors oui, nous sommes des radicaux. Javier doit depuis se présenter chaque mois au tribunal et il a interdiction de quitter la capitale. Son parti a toujours une existence légale, fonctionne, mais jusqu'à quand? Cette répression systématique de l'opposition choque même aujourd'hui certains chavistes historiques. Un homme qui a été au cœur du pouvoir a accepté de nous rencontrer dans un immeuble discret de la capitale. Sa famille est à l'abri à 1 heure de Caracas car depuis 6 mois, il est menacé d'arrestation. C'est un général à la retraite. Un dissident, Cliver Alcala. Il a été l'un des compagnons de route d'Hugo Chavez. Le président Maduro le considère maintenant comme un traître. À 56 ans, je ne peux pas y échapper, il me faut mes lunettes. Ce journal roule pour le gouvernement. Celui-ci aussi. Et celui-ci. Le seul journal d'opposition titre « La Constitution est bafouée ». Et c'est vrai, nous n'avons plus de Constitution. Elle est totalement bafouée. Ce militaire de carrière connaissait Hugo Chavez depuis les années 70. Une longue amitié qui ne l'empêche pas de critiquer aujourd'hui le président Maduro. Nos prisons sont pleines de Vénézuéliens que l'on a mis là au seul motif qu'ils pensent différemment, qu'ils ont manifesté. Et quelle que soit la manière, le droit de manifester est garanti par notre Constitution. Mais c'est pourtant Hugo Chavez lui-même qui a demandé aux Vénézuéliens de voter pour Maduro. Oui, mais parce que Chavez ne savait pas dans quoi il s'engageait. Il s'est trompé totalement. Il y a aujourd'hui un recul gigantesque de la démocratie à cause de la mise en place d'un gouvernement extrêmement autoritaire et qui le devient chaque jour un peu plus. Mais ce qui a poussé le général Alcala à entrer en dissidence, c'est la corruption endémique du régime.
Selon les témoignages d'anciens ministres chavistes, entre 100 et 300 milliards de dollars auraient été volés par les proches du pouvoir ces 15 dernières années. Il est certain que la corruption a toujours existé au Venezuela. Elle n'a pas été créée par ce gouvernement. Cela fait longtemps qu'elle se pratique ici. Mais l'ampleur que cela a pris ces 4 dernières années, ça a été brutal. Extrême. Il n'y a pas de moyen de mesurer ce qu'il s'est passé au Venezuela. Le Venezuela est en ce moment hors de tout contrôle. Tout est décidé de manière arbitraire par quelques-uns. Les fonctionnaires en charge des finances, de l'argent public, sont occupés à essayer de se l'approprier grâce à des contrats avec des sous-traitants peu scrupuleux et corrompus eux aussi. La corruption au Venezuela n'est pas l'apanage du seul gouvernement. Elle a aujourd'hui contaminé toute la société vénézuélienne. Et parler de cela, ce que je fais ouvertement, c'est prendre un risque pour sa vie dans ce pays. Tout indique que nous vivons dans une dictature, et c'est de pire en pire, chaque jour. Et ça ne vous fait pas peur de parler comme ça? J'ai fait ça toute ma vie. Et vous voulez que je change maintenant que je suis vieux? C'est comme ça que je parle à Chavez, et on se respectait mutuellement. Des figures historiques qui se désolidarisent. Et des proches du régime qui quittent même le navire. Comme l'ex-procureur général Luisa Ortega, qui a dû fuir le Venezuela après avoir critiqué ouvertement le gouvernement de Nicolás Maduro. Elle aussi était une chaviste convaincue, très proche du président. Ils veulent dissimuler les preuves de la corruption et les violations des droits de l'homme commises dans ce pays. Je vais continuer à les dénoncer. Réfugiée aujourd'hui à l'étranger, elle a entre les mains le dossier Odebrecht, le géant brésilien du BTP, présent partout en Amérique latine, comme ici à Caracas, sur ce film institutionnel. La multinationale avait obtenu de très nombreux contrats publics au Venezuela, comme le métro de la capitale, mais aujourd'hui les chantiers sont à l'arrêt, les pylônes se dressent mais la route n'a pas été posée. Odebrecht est au cœur d'un énorme scandale de corruption. De nouvelles révélations dans l'affaire Odebrecht, avec de lourdes conséquences au Venezuela. Odebrecht a obtenu 23 contrats. L'entreprise reconnaît à présent avoir payé 40 millions de dollars de pots de vin. À qui ces pots de vin ont-ils été versés? Luis Ortega met en cause le régime et soulève une autre question, celle plus générale, de l'argent du pétrole. Où est-il passé? Parmi les premiers suspects, les bolibourgeois des Vénézuéliens proches du pouvoir devenus millionnaires. Et de nombreux militaires. Comment ont-ils réussi à s'emparer de la fortune d'un pays? À Caracas, un homme les connaît très bien. C'est un contrebandier. Il nous a donné rendez-vous dans le sous-sol d'un immeuble d'où il gère ses affaires. Ses clients figurent parmi les plus influents du pays. Ces caisses-là, ce sont des aliments pour des enfants en malnutrition. Et ça, c'est un four pour un client qui me l'a commandé. Il veut le mettre dans sa maison parce qu'il n'en trouvait pas ici. Il importe illégalement du matériel IFI, de la nourriture, des pièces détachées pour les avions depuis les États-Unis. Il souhaite rester anonyme par crainte des représailles, mais il accepte de nous en dire plus sur les méthodes de ses riches clients. Écoute, ce sont souvent des entreprises en lien avec des militaires. Ils obtiennent des dollars du gouvernement pour importer de la nourriture. Et ensuite, ils la revendent au marché noir où elle coûte une fortune. Ces gens-là se sont transformés en multimillionnaires. Par exemple, le week-end dernier, j'ai rencontré quelqu'un qui a négocié pour l'achat de ballons aérostatiques avec des caméras pour surveiller la foule dans les rues. Il devait acheter 5 ballons pour l'une des municipalités de Caracas. Chacun coûtait 1 000 $ en Corée du Sud et il les aurait revendus au gouvernement 1 800 000 $. Et ce ne sont pas des rumeurs. Je tiens ça d'une source sûre. Mais donnez-moi un instant, je réponds au téléphone.
Et pour s'enrichir à toute vitesse au Venezuela, il y a une technique, presque une formule magique, ou comment devenir millionnaire en 2 coups de téléphone. Il suffit de vendre très cher au marché noir les dollars achetés à bas prix, au gouvernement, et les bénéfices sont astronomiques. Tu achètes un dollar au gouvernement au taux officiel, pour 10 bolivars. Ce même dollar, tu le revends au marché noir. Au taux actuel, tu récupères 16 000 bolivars. Et cette somme, tu la changes en dollars de nouveau, grâce à tes amis au gouvernement, et tu obtiens 1600 dollars. C'est comme le miracle de Jésus, la multiplication des pains. Tu investis $1 et tu récoltes 1600 dollars. Mais seules de rares personnes ont accès à ces fameux dollars officiels. On les surnomme les enchufados, les connectés. Imagine les profits qu'ils se font avec une opération d'1 million de dollars. Ils se sont construits des salles de cinéma dans leur maison, ils ont acheté des jets privés à plus d'1 million de dollars. La corruption, la putréfaction du régime est totale. Et ils se protègent entre eux. Le président Maduro a placé des généraux de confiance à la tête des principales institutions du pays. Ils sont accusés aujourd'hui de s'être enrichis grâce au trafic de nourriture, de dollars et de drogue à grande échelle. Mais rares sont aujourd'hui ceux qui osent enquêter sur ces affaires. La répression du régime est impitoyable. Les journalistes d'investigation sont harcelés par le pouvoir, mais il reste des bastions de résistance. En voici un. Le quotidien en ligne El Pitazo, le coup de sifflet, l'un des plus sérieux du pays. À sa tête, César Batiste, une figure du journalisme indépendant au Venezuela. Voilà notre petite salle de rédaction. Mais nous sommes présents dans tout le pays. Sauf que depuis le début de l'année, nous avons reçu pas moins de 25 lettres de menaces, de toutes sortes, même des menaces de mort. El Pitazo s'est taillé une réputation d'intégrité pour la qualité de ses investigations. Ces journalistes n'hésitent pas à dénoncer les exactions des autorités. Leurs vidéos en ligne deviennent rapidement virales, comme celle-ci, sur la disparition d'un général, lui aussi très proche d'Hugo Chavez, mais critique de la corruption du régime. Il a été persécuté par la police et accusé de corruption par le gouvernement. Puis l'ont emmené dans un lieu inconnu. Aujourd'hui encore, depuis le 8 août dernier, personne ne sait où se trouve le général Baduel. Où se trouve mon père? Et dans quelles conditions? Franchement, aujourd'hui, tous ceux qui luttent pour une meilleure démocratie sont en danger. Ces dernières années, César Batiste a publié des preuves de l'implication de proches du régime dans des détournements de fonds. Du vol organisé, cautionné par le pouvoir en place. Les hauts responsables du gouvernement ont dissimulé les traces de la corruption pour pouvoir les utiliser ensuite. C'est une sorte de boîte de Pandore qui menace en permanence les membres proches du gouvernement et qu'ils peuvent ouvrir au cas où l'un d'entre eux décide de changer de camp et de devenir opposant. Alors là, ils ouvrent la boîte de Pandore et révèlent toutes les investigations qu'ils avaient jusque-là tenues secrètes. C'est une manière d'exercer du chantage sur les ténors du régime alors. Je crois que cela fonctionne comme ça, oui. Du chantage et des pressions à tous les niveaux, voilà la mécanique de fonctionnement du régime. Dans le quartier de Los Verdes, une résidence populaire de Caracas favorable à l'opposition, les habitants vivent dans la peur depuis le mois de juillet dernier. Parce qu'ils ont ouvertement soutenu les manifestations, policiers, militaires et miliciens ont envahi leur immeuble en représailles. Depuis leurs fenêtres, ils ont filmé l'assaut. 14 personnes ont été arrêtées, sans motif, puis relâchées. Nathalie et son amie Christina gèrent la copropriété. Elles ont vu de quoi le régime était capable. Ils sont entrés par là et sont allés jusqu'au bout de ce côté. C'était horrible. Et comment ils sont entrés? Ils ont défoncé les grilles et comme la voie était libre, ceux qui venaient à pied sont passés par là. Ils descendaient les escaliers en criant.
Ouvrez les portes, nous allons vous violer, vous tuer. Ouvrez les portes ou on casse tout. Et comme ça, ils obligeaient les gens à tout ouvrir. Comme tous les habitants de l'immeuble, Nathalie vit aujourd'hui dans la peur de leur retour. Une fois que tu es fiché, les problèmes commencent. Cette comptable subit aujourd'hui l'essence même d'une dictature. La crainte, partagée par des milliers de Vénézuéliens, de se faire arrêter du jour au lendemain, sans raison. Mon frère a déjà quitté le Venezuela à cause de ce gouvernement. Il me dit que je devrais demander l'asile politique. Mais à ce compte-là, tous les Vénézuéliens doivent demander l'asile politique. Combien sont déjà partis? Parce que nous n'avons plus d'avenir ici. Quand est-ce que je vais pouvoir acheter un appartement? Ou une voiture? À cause de l'inflation, oui. Je ne gagne plus assez. Et si je vais au supermarché avec 15 €, je n'achète que 2 petits sacs de nourriture. Pas grand-chose, à peine un peu de fromage, du jambon. Et ça coûte une fortune. Et vous ne recevez pas l'aide alimentaire des CLAP? Non. Ils les distribuent comme bon leur semble et à qui ils veulent. Tout le monde ne le reçoit pas. Et franchement, j'en ai pas envie. Je ne veux pas de leur CLAP, ni mendier quoi que ce soit à ce gouvernement. Si je dois lutter pour trouver de la nourriture, alors je galère, mais pas question de la mendier. Nous préférons mourir debout, mais pas s'agenouiller. Jamais je ne baisserai la tête devant ce gouvernement. Et comme moi, beaucoup d'autres personnes. C'est pour ça qu'il y a tant de morts. Plus de 3 millions de Vénézuéliens auraient déjà quitté le pays. 10% de la population. Par peur, par nécessité, par choix. Victimes de la crise et de la répression. Un exil sans précédent. Restent les fidèles comme Grégory, qui s'accrochent encore à l'idéal socialiste d'Hugo Chavez. 4 années après sa mort, le commandant veille toujours. Mais il laisse derrière lui un pays plus que jamais divisé.